Coucou, Pensée hors les murs est de retour. Donc aujourd'hui, une petite vidéo que j'intitule Plan de match et gilets jaunes. Plan de match pour vous signaler que la prochaine vidéo sera consacrée probablement à Benjamin Constant, à son texte de la liberté des anciens comparé à celle des modernes, puisque je pense que c'est un texte assez intéressant pour commencer à réfléchir un peu sur la démocratie, notamment justement pour le coup sur la distinction entre la démocratie représentative dans laquelle nous vivons, plus ou moins, et la démocratie grecque, qui était une démocratie directe. Je pense que, bien entendu, il y a peut-être en effet des voies de passage entre la démocratie ancienne et la démocratie moderne, mais qu'il faut peut-être mieux commencer par un éloignement, quitte après à revenir vers des similitudes, si ces similitudes existent, probablement. Mais donc ce sera ça, là. Donc c'est un texte de 1819, assez connu, qui parle notamment beaucoup de la représentativité. Donc ça c'est très intéressant parce que ça va m'amener bien entendu au second point. Ça parle de la représentativité, donc second point, donc les gilets jaunes. Donc ça c'est quand même un sacré morceau qui est en train de se jouer en France. Donc moi j'ai quelques trucs à dire entre guillemets là-dessus parce que bien entendu étant au Québec je suis ça quand même de très près. Donc la première chose dans laquelle j'ai envie de parler, c'est de dire que ce mouvement, c'est une conclusion, c'est un bilan. C'est le bilan d'une catastrophe politique, qui a été d'une politique qu'on pratique depuis des décennies, qui n'a jamais donné les résultats qu'elle était censée donner, qui au fond n'a fait qu'appauvrir les gens. Parce que c'est ça le problème finalement, c'est que les gens font ce qu'ils faisaient, les gens travaillent, pour certains, ils ont des entreprises depuis des générations. Ils font donc ce que faisaient leurs parents, leurs grands-parents, puis en fait, au lieu d'arriver à s'en sortir, grosso modo, comme leurs parents et leurs grands-parents, etc., ben, ils s'en sortent pas du tout. Donc c'est devenu, comme qui dirait, une espèce de délire. Tu bosses, tu te retrouves avec un salaire qui est totalement ridicule. Je parle même pas des agriculteurs, parce que là, c'est carrément encore un autre problème. Ils ont quasiment plus de salaire. Je veux dire, le chômage explose, c'est pas possible, on peut pas rester dans ce truc-là. On pouvait éventuellement faire un peu d'étayage, on pouvait arriver à avoir quelques mesurettes par-ci par-là, mais c'est plus du tout suffisant. Je veux dire, quand tu te lèves le matin, que tu bosses et que tu te retrouves le 15 du mois avec plus rien dans ton frigo, avec tes enfants à nourrir, etc., je veux dire, c'est impossible. Je pense pas que le mouvement soit un mouvement qui soit un mouvement fondamentalement comment dire ça, je pense que les gens ont conscience que d'une certaine façon, il faut qu'il y ait des inégalités dans la société. Mais ce qu'ils ne veulent pas, les gens, c'est qu'il y ait de l'iniquité. C'est pas pareil. Les inégalités, on a tous conscience que elles existent, que des inégalités bien réparties dans une société démocratique ordonnée, ça peut générer plus de bien-être pour beaucoup plus. Ça, c'est une idée de John Rawls que je trouve assez intéressante. Des inégalités peuvent servir la bonne cause. Mais aujourd'hui, on n'est plus du tout là-dedans. On est dans un système qui a complètement perdu les pédales, qui a complètement perdu contact avec la réalité, d'où le problème de la représentativité. On ne peut plus parler de représentativité à proprement parler, parce que les gens qui sont censés nous représenter sont complètement déconnectés. C'est-à-dire que c'est ça c'est un problème sérieux. C'est ce que moi j'appelle le problème du fonctionnalisme en politique. En politique, dans notre époque à nous, on n'a plus vraiment des sujets politiques, des sujets au sens de subjectivité, pas au sens de la monarchie. On a des fonctions. Donc déjà, c'est pour ça qu'ils sont tous interchangeables. C'est pour ça finalement aussi que quand on en met un, l'autre, on n'a pas l'impression qu'il se passe vraiment quelque chose. Parce qu'en fait, c'est des fonctions. Ils assument des fonctions. Et donc le problème du fonctionnalisme en politique, c'est que ça crée ce que j'appelle un formalisme. C'est-à-dire que la politique devient quelque chose de formel et d'abstrait. Elle se déconnecte. C'est-à-dire que la forme que prend la politique au fur et à mesure qu'elle se déconnecte n'est plus du tout adaptée à la réalité. Les gens font de la politique formellement. Donc c'est ça, c'est très grave, c'est très grave. Parce que il ne faut pas oublier que le centre de gravité de la démocratie, c'est le peuple. Je ne vais pas revenir sur l'étymologie parce qu'on n'est pas non plus... je veux dire, c'est le peuple, et si le peuple n'est plus représenté, bon ben là, ça veut dire qu'on n'est plus dans une démocratie, on est dans une forme d'oligarchie. Nous, on est dans une oligarchie de l'argent. Donc ça, c'est le premier point, c'est-à-dire que
le mouvement des Gilets jaunes, c'est un bilan, c'est une conclusion, c'est-à-dire on arrive à la conclusion de quelque chose, il va falloir maintenant vraiment passer à autre chose, parce que c'est plus tenable, les gens meurent, les gens sont dans le malheur, les gens sont... Les étudiants, les jeunes, à 20 ans, on sort, on a son bac, on est à la fac, on n'a pas d'avenir. Le seul choix qu'on a, les premières fois qu'on vote, c'est Macron ou Le Pen. C'est ça, être jeune en France. Je parle pas des vieux, les vieux, on leur pique. Ils ont bossé toute leur vie, t'as trimé pendant 40 ans, des fois t'as trimé dur, tu t'es déchiré la santé. Des fois t'es même malade à cause de ton boulot. Tu te retrouves, tu te fais paner ta retraite parce que par des voleurs. Donc ça, c'est pas possible, c'est impossible. Par ailleurs, au niveau des universités, il faut signaler la loi inique, ou le décret inique qui est en train de passer gentiment et qui est comme un peu oublié à cause de tous ces événements-là, c'est que les étudiants étrangers qui vont venir étudier en France vont trouver les frais de scolarité multipliés par 10 ou 17, enfin un facteur totalement débile, donc ça, il faut bien entendu lutter contre ça aussi, parce qu'il n'y a aucune raison que les étudiants étrangers fassent les frais au sens propre du délire capitaliste dans lequel nous a plongé un système politique totalement pourri, parce qu'il ne faut pas non plus dire que Macron, c'est celui qui l'a inventé. Hein. Macron, comment dire, c'est quelqu'un qui a pris le système comme on le lui a transmis, et qui, avec Philippe, en a fait la promotion intensifiée en pensant que ça allait juste se passer comme dans du beurre, comme avant. Ben non, parce qu'à un moment donné, il y a la cassure, il y a le bilan. Moi, j'appelle ça un bilan, c'est une conclusion, c'est un bilan, c'est une conséquence grave. Maintenant, il va falloir l'assumer politiquement, donc il va falloir vraiment changer de plan, j'imagine. Si on ne change pas de plan, de toute façon, c'est la sédition qui arrive. Mais la sédition, ça j'y reviendrai tout à l'heure, elle a des vertus, attention. La sédition, c'est pas juste la marche sur Rome de Mussolini, c'est pas juste le régime des colonels en Grèce, il y a des séditions populaires qui sont nécessaires. Ça, j'y reviendrai ou tout à l'heure, ou dans une autre vidéo. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, voilà, c'est qu'il faut absolument que les Gilets jaunes s'organisent, il faut qu'ils se dotent d'une colonne vertébrale, il ne faut pas par contre qu'ils se formalisent. Parce que s'organiser, c'est une chose, c'est devenir un corps, c'est devenir vivant. Se formaliser comme la politique se formalise, comme les syndicats. Syndicats en France, il faut les virer. Les syndicats se sont formalisés au lieu de s'organiser. Donc je veux dire, c'est ça, il faut absolument éviter ça, donc il faut s'organiser, il faut devenir vivant, il faut garder cette vie, et il faut pousser autant qu'on peut. Bien entendu, pousser, ça ne veut pas dire qu'il faut aller bousiller, casser les vitrines, etc. Bon, on peut bien casser quelques banques, je veux dire, bon. Personne n'est parfait, hein. Les banquiers sont tellement gentils que non, ça nous ferait pleurer un peu aussi, hein, tous ces casseurs. Bon, les casseurs, ceux qui viennent là pour piller, eux, par contre, il faut les dégager solides. Il faudrait d'ailleurs qu'il y ait peut-être un service d'ordre interne aux Gilets jaunes qui dégage les casseurs, les vrais casseurs. Mais bien entendu, qui dégage aussi les flics qui viennent casser. Parce que ça aussi, c'était très comique, mais bon, ça, on sait de toute façon que les manifs sont noyautés par des flics qui sont en fait là pour discréditer, décrédibiliser tout le reste. Donc je veux dire, c'est évident que bon, ça, il faudrait quand même que les Gilets jaunes se dotent d'une structure, d'une organisation interne, vivante, corporative peut-être, je sais pas, et aussi soient un peu vigilants par rapport aux pourritures qui seraient potentiellement, qui pourraient potentiellement venir noyauter la chose. Hein. Bon, moi je pense que c'est un bon mouvement, c'est un mouvement que je respecte, et j'avoue que si j'étais en France, c'est sûr et certain que j'irais voir ce qui se passe. Donc, la deuxième chose que je voulais souligner, je ne sais plus ce que c'est, parce que je suis à moitié malade, donc c'était... Je sais plus. Bon, je me désole des fois tellement je suis con. Donc, je vais passer directement à la troisième partie de la chose, c'est-à-dire que il faut bien prendre ce mouvement-là comme... Oui, la deuxième chose, je sais ce que c'est, donc c'est bon, j'y reviens. Les Gilets jaunes, c'est la démocratie qui se crée de l'intérieur. Voilà. C'est la démocratie en acte. Alors il y en a qui vont sauter sur leur chaise, qui vont dire oui, mais la démocratie c'est pas ça, la démocratie c'est aller voter, la démocratie c'est les institutions. Mais justement, non, c'est pas ça. Quand les institutions ne sont plus porteuses de sens, quand en fait elles sont des non-sens, quand en fait ça devient comme kafkaïen, quand tu te lèves le matin, mais justement tu te trouves tu as l'impression d'être dans le procès de Kafka ou dans une pièce de Ionesco, bon, c'est plus normal. Les institutions sont là pour générer au moins minimalement une
forme d'équilibre, je veux dire. Elles ne sont pas là pour générer de la richesse toujours plus pour les plus riches et puis d'enfoncer les pauvres, etc. Donc ce que je veux dire, c'est que dans ce mouvement, pour ceux qui réfléchissent à la démocratie sérieusement, c'est la manière que la démocratie trouve, parce que c'est un beau régime qu'il faut défendre, de se constituer et de se reconstituer de l'intérieur. Donc ça veut dire qu'il faut de toute façon repenser la démocratie, il faut la refaire, il faut la rebâtir. Donc il y a des pistes qui ont été élaborées intellectuellement, notamment je pense à Castoriadis, entre autres, il y en a d'autres, on pourrait... mais c'est lui qui me vient à l'esprit tout de suite. Là. Mais je veux dire, on doit passer par une refondation interne. Toujours pareil, il faut que ça se passe à l'interne, parce qu'il ne faut pas se laisser abuser par des structures. Il ne faut pas se laisser abuser par ce que j'appellerais quasiment des a priori politiques. Ça n'est pas possible. On ne peut pas se laisser mener finalement par des choses dont on n'a pas du tout le contrôle. Je veux dire, les gens qui vont voter en pensant qu'ils ont le contrôle réel sur ce qu'ils font, mais c'est du délire. Surtout aujourd'hui, je veux dire, c'est complètement... C'est pas comme ça que ça marche. Il faut tout repenser. Il faut tout repenser, il faut tout refaire, il faut déjà dégager la fonction présidentielle, il faut arrêter ça c'est n'importe quoi. Ça, il faut que ça s'arrête. Il faut avoir un Premier ministre, basta, avec un groupe de ministres restreint, il faut avoir une représentativité beaucoup plus efficace, beaucoup plus proche des gens, il faut arrêter les niaiseries, les députés qui viennent dormir à l'Assemblée, on n'en veut pas, on n'en veut plus. Les sénateurs qui mangent sur le dos de tout le monde, on n'en veut plus. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous pourris, ça veut dire qu'il y en a un sacré paquet qu'il faut juste dégager. Moi je pense que c'est carrément le système qu'il faut refonder. Je ne suis pas frileux à l'idée d'une 6ème République. Donc c'est ça, là, grosso modo, c'est qu'en fait, il faut voir ce mouvement comme un mouvement d'auto-conservation de la démocratie qui est en péril, et donc le peuple, parce que c'est le peuple finalement qui se reconstitue. Le peuple avait été éclaté, le peuple avait été de toute façon divisé, et puis là maintenant le peuple, par définition, ce qu'il y a de dommage, c'est que le peuple finalement ne se forme que dans les drames, et que dans les tragédies, que dans les moments difficiles. Il faudrait qu'il y ait peut-être un peu plus de lien social, et il faudrait peut-être aussi que les citoyens, à un moment donné, se disent... parce qu'il y en a qui se demandent comment agir, mais en étant le peuple, vous agissez, vous agirez. C'est tout ce qu'il faut. Mais il faut que ça tienne, parce que si c'est pour retomber dans la division, etc., ça sert à rien. Mais moi, je pense que c'est ça qui est intéressant dans le mouvement. C'est que ça nous prouve qu'on n'est jamais, finalement, la démocratie a toujours la puissance de se constituer, de se reconstituer, de lutter contre l'oligarchie, contre les dictatures de l'argent, etc., parce que, comme je vous disais en début, les inégalités sociales, c'est pas ça le plus grave. Les inégalités sociales, ça peut être un bienfait pour tout le monde. Ça peut paraître paradoxal ce que je dis, je ne vais pas l'élaborer là, mais c'est réel. Je pense que c'est vrai. Quand on prend, par exemple, notre héros, Carlos Ghosn, qui gagnait, grosso modo, 43 000 euros par jour. Voilà, 43 000 euros par jour, on rapporte ça à un SMIC. Et puis on multiplie, on calcule. Bon voilà, monsieur gagne grosso modo en un jour ce qu'un SMICard gagne en 3 ans. Même plus que ça. Donc, je veux dire, là on n'est plus dans l'inégalité. On est dans le délire, on est dans l'iniquité, on est dans une... Alors là, il y a des gens qui vont dire, mais là, avec les responsabilités, et puis il travaille 28 heures par jour. Mais ça, moi, ça ne m'intéresse pas, je m'en fous. Moi. Je m'en fous totalement de ce qu'il fait. Mais je veux dire, c'est pas possible. C'est pas normal, je veux dire. Qu'il y ait des salaires costauds pour des patrons qui ont des responsabilités, qui les assument, qui ne sont pas des pourritures, qui sont contrôlés, pas seulement par leurs actionnaires, qui sont contrôlés aussi un peu par l'État, un peu par les citoyens, etc. Moi, je suis d'accord qu'ils soient payés. Mais des mecs comme lui, là, non, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher parce qu'on n'est plus dans un régime qui tourne autour d'une logique, on est dans un régime qui tourne autour d'un délire. Donc ce que je veux dire, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, les gens se réveillent un matin, ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens d'aller bosser. Puis après, il y a les petites gouttes qui font déborder les gros vases, le coût de l'augmentation de la taxe sur les carburants qu'on fait passer. Là, Macron, je pense que Macron et Philippe, là, ils ont joué leur tour le plus ignoble politiquement. Ignoble parce que ça, c'est du cynisme en plus, c'est du cynisme. De dire que ces taxes de merde vont servir l'écologie. Ça, les gars, il faut que vous vous en souveniez. Là, je peux vous dire qu'on est en train de se faire couillonner sévère. Parce que l'écologie, Macron écologiste, Philippe écologiste. Pognon. Donc il faut être dans la rue, il faut tout péter.
tout péter, bien entendu. Comme je dis toujours, je parle des institutions, je parle pas d'aller casser, ni du flic. D'ailleurs, les flics, s'ils étaient moins cons, ils devraient se mettre avec les autres, au lieu de commencer à se dire qu'ils courent des risques. Ben oui, ils en courent des risques, c'est sûr et certain que c'est naze de se retrouver pris en souricière dans les Champs-Élysées et de risquer sa peau, mais il faut qu'ils passent de l'autre côté. C'est ça, il faut arrêter aussi d'être dans la ségrégation en se disant on est les héros, on va sauver la nation. La nation, de toute façon, elle ne va rien te donner, rien du tout. C'est même plus une nation. Donc c'est ça, là. C'est sûr que les flics font leur boulot, je pense qu'ils le font bien, mais je pense qu'il faut qu'à un moment donné, eux aussi, là, soient dans l'introspection et se demandent de quel côté de la barrière il faut se placer. Mais je pense qu'il y a des pompiers, là, qui, comme les pompiers, c'est un peu différent, c'est pas nécessairement la même chose, mais qui commencent un peu à réagir, à se dire que, puis je pense que dans les Gilets jaunes, j'ai cru entendre qu'il y avait quelques policiers aussi qui commençaient à dire, bon, ben, c'est ça, il faut arrêter. C'est tout le monde qui morfle, tout le monde. Donc je veux dire, c'est ça, on ne peut pas laisser des gens comme ça nous condamner à court ou à long terme à mort. Pas possible. Ça. Dernière chose qui rejoint un peu aussi tout le truc, c'est que moi j'entends toujours, parce que j'écoute un peu les médias, mais les médias sont tellement cons que ça devient complètement fou, là, mais je veux dire, on parle de violence, on parle de choses, tout ça, mais c'est sûr qu'on préférerait arriver aux choses en étant tranquille, en se mettant autour d'une table, etc. Mais si vous regardez l'histoire telle qu'elle s'est faite jusqu'à maintenant, c'est un bain de sang. Et je trouve qu'aujourd'hui, on est bien meilleur qu'on l'était avant, ça saigne beaucoup moins, on a quand même progressé, mais je veux dire, on peut pas. Comment vous voulez faire avec des mecs comme Macron, comme Philippe, toute sa clique de voleurs, le président de l'Assemblée nationale qui a des casseroles au cul, on n'en parle même pas. Macron, les Panama Papers qu'on a oubliés, il faudrait les lui ressortir. Enfin, je veux dire, les conseillers, les éminences grises du genre Strauss-Kahn et compagnie, enfin bon, c'est pas possible. Je veux dire, on peut pas juste vivre avec ces gens-là. C'est des gens qui pourraient éliminer n'importe qui juste parce qu'il est sur leur chemin. Hein. Dire, c'est des gens qui sont effrayants en fait. Donc c'est pas des humains, c'est des bizarres. Ils sont dans une autre dimension, ils ne nous voient pas là. Donc c'est ça, là je pense qu'il faut être avec le mouvement. Moi ce que je conseille c'est une grande solidarité. Je pense que les gens qui sont contre ce mouvement ont des grosses questions à se poser. Parce que si tu es contre ce mouvement, logiquement, si tu es contre les gilets jaunes, ça veut dire que tu es, alors à moins que tu commences à délirer, les gilets jaunes c'est des fachos, etc. Auquel cas, ben là, vas-y. T'sais. Parce que moi j'ai pas mal d'amis à Paris qui me rapportent ce qui se passe. Je parle pas non plus dans le vide et qui sont dans les manifs. Donc, voilà, mais c'est qu'en fait, si t'es contre les gilets jaunes, t'es contre les pauvres. C'est-à-dire t'es dans la mentalité qu'on connaît, d'ailleurs qu'on connaît beaucoup en Amérique du Nord, parce qu'eux aussi ils sont solides dans ce genre-là. Euh, les pauvres, on essaye juste de les écraser encore plus qu'ils sont écrasés. Ils sont écrasés par la vie, ils sont écrasés par l'existence. Je veux dire, c'est pas possible, on peut pas écraser les gens comme ça. Mais les Gilets jaunes, c'est justement la voie qu'ils se sont donnée pour exister dans une démocratie qui est la leur, qui leur appartient, qui appartient à eux, qui appartient à tous ceux qui bossent, à tous ceux qui se lèvent et qui appartient pas à une bande de connards ou de connasses qui sont là pour nous voler, pour nous brouter l'herbe sur le dos. Donc si t'es pas pour les Gilets jaunes, pose-toi des questions sérieuses. Voilà, voilà. Donc c'était un peu la chose. Après, bon, j'attends de voir qu'est-ce que ça va donner au niveau politique. Sans attendre grand-chose non plus, parce que bon, en tant que... Mais c'est ça, là, j'aimerais quand même, parce que je parlais beaucoup d'introspection, parce que moi, je fais un peu d'introspection aussi pour des raisons politiques. Je me dis, qu'est-ce que je ferais, qu'est-ce que c'est, est-ce que je suis vraiment démocrate, est-ce que la démocratie, c'est le meilleur régime, est-ce que la démocratie, c'est le meilleur régime dans l'époque dans laquelle on est. Bon, moi, je pense que c'est encore le meilleur régime. J'ai eu des doutes, mais ma pensée en est venue à me dire que c'était toujours le meilleur régime, que c'était peut-être le moins pire, mais que j'accepte finalement. Vous voyez, j'ai quand même eu le temps de changer un peu de direction depuis la vidéo de relance que j'ai faite, là, mais je veux dire, c'est ça, c'est que euh, il faut construire la démocratie de l'intérieur, puis des fois, il faut la construire en sortant dans la rue, en braillant, et puis en cognant, en faisant du bruit, et puis etc. Je veux dire, moi, je suis content que les lycéens sortent aussi dans la rue, que voilà, parce que quand on est jeune en France à l'heure qu'il est, mais putain, mais c'est quoi ce délire hein. Moi, on a été bénis, hein. Nous en France, on a été bénis à mon âge, quand j'étais en études et tout ça, je veux dire, c'était vraiment parfait, on était...
Enfin bon, c'est vraiment écœurant. Quand on vole aux jeunes leur jeunesse, quand on vole aux jeunes leur insouciance, quand on vole aux jeunes leurs rêves, ben c'est la merde intégrale. Je veux dire, c'est la pourriture politique à l'extrême. Moi, j'ai côtoyé des jeunes qui faisaient des angoisses de performance en France ou des trucs parce qu'ils savaient juste pas qu'est-ce qui allait se passer. Puis là, on voit, tu sors de ton bac, là, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Autre chose, je pense pas que les Français soient des mauvais payeurs d'impôts, parce que je pense que les Français se font matraquer par les impôts. Ce que les Français veulent, c'est que leurs impôts soient investis dans les services publics. Parce qu'il ne faut pas oublier, moi j'ai des gens dans ma famille, j'ai une personne dans ma famille qui a bossé 40 ans à la Poste. Elle a bossé de 82 jusqu'à là, il n'y a pas longtemps, enfin 37 ans, je sais pas, mais bon, elle a fait... bon, euh, ben, elle a vu la chose se déliter complètement. Elle est partie de là, et puis elle a vu que c'était devenu finalement plus ou moins une banque, avec de la publicité, avec la vente, le forcing qu'il fallait faire sur les produits, enfin la totale, quoi. Donc je veux dire, la Poste, de ce que c'était, ben, on voit ce que c'est devenu. Moi j'ai bossé dans l'éducation nationale à plusieurs reprises et sur des périodes bien différentes, et je tenais grosso modo de 99 jusqu'à la dernière fois, c'était comique la dernière fois d'ailleurs, jusqu'à 2015, enfin en pointillé, mais on a ruiné l'éducation nationale, les bahuts, c'est du délire, c'est des garderies, c'est des grandes garderies, je veux dire, c'est fou, c'est fou. Donc je veux dire, c'est ça, c'est pareil pour nos universités. Puis je reviens aussi sur le problème des étudiants étrangers, là. Il faut se battre contre cette loi, contre cette espèce de délire qui se sont dit que c'était les étudiants étrangers qui allaient banquer finalement tout ce que banquent pas les étudiants français. Heureusement qu'on a encore des études qui sont abordables, mais il faut qu'elles soient abordables pour tout le monde, je veux dire. Donc là, il y a un collectif de profs qui s'est quand même bougé. Ils se sont quand même bougés, ils font circuler des pétitions. Je trouve que c'est excellent, c'est les meilleurs, hein, à mon avis. De toute façon, les profs qui s'investissent au niveau universitaire, au niveau des collèges, au niveau des lycées, au niveau des petites écoles, je pense que c'est toujours les meilleurs. Donc c'est ça. On est dans un moment de mobilisation, et puis la seule chose que je regrette, c'est de ne pas pouvoir être vraiment dans le bain. Mais c'est ça, donc voilà, c'était mes petits délires sur les gilets jaunes, et puis j'encourage tout le monde à rejoindre le mouvement, j'encourage aussi tout le monde à faire une introspection profonde. Il ne faut pas oublier que c'est un système qui bénéficie bien entendu aux plus riches, mais qui a bien entendu une hiérarchie de bénéficiaires. Il y a ceux qui en bénéficient juste un peu, eux il faut qu'ils se méfient, ceux qui en bénéficient juste un peu, parce qu'ils sont peut-être pas loin de se faire baiser. On peut vite tomber, on peut vite être dans la déchéance. Hein. Faut faire très attention. Faut faire très attention à ce qui va se passer avec les programmes scolaires aussi. Attention. Donc je veux dire, c'est ça, il faut vraiment essayer de réfléchir et puis être en introspection calme, sereinement, rejoindre le mouvement massivement, et puis virer Macron, virer Philippe. De toute façon, c'est des gens qui n'ont rien à voir avec la politique. Macron, c'est un banquier, il a pensé qu'il allait arriver là. Il avait vu finalement qu'avec les autres, ça s'était quand même assez bien passé. Quand il avait vu finalement les énormités que Sarkozy et Hollande étaient arrivés à passer, ben, il s'est dit, il n'y a aucune raison que je continue pas. Mais moi, de toute façon, je le comprends. Je le comprends. Moi, à sa place, je ferais pareil. Je veux dire, c'est sûr et certain. Je veux dire, il a vu tellement de choses délirantes. Il s'est dit, mais je suis Jupiter. Je suis Jupiter. Voilà. Ben non. Non, 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 non. C'est pas Jupiter. Là, il s'en aperçoit. Parce que si c'était Jupiter, il suffirait de lancer un éclair au milieu de tout ça. Bang! Les titans se cassent la gueule. Tout le monde rentre chez soi. Fessée générale. Mais je pense que ça va pas se passer comme ça. Après, les gros fumiers du Front National aussi, là, il faut s'en méfier, bien entendu. Hein. Il ne s'agit pas non plus de commencer à délirer avec le Front National, hein, parce qu'on n'a pas envie non plus de se retrouver avec des fascistes, mais on n'a pas envie de se retrouver non plus avec des voleurs. Donc on ne veut pas de voleurs, on ne veut pas de fascistes. On veut construire notre société, on veut que les jeunes aient du travail, qu'ils aient de l'espoir, qu'ils se remettent à rêver. On veut que les vieux puissent finir leur vie tranquillement. Voilà. Dans ce cas-là, il faut aller dans la rue. C'est tout. Il n'y a pas d'autre solution. Donc c'était ça. Excusez, j'ai fait un peu plus long que d'habitude, mais c'est quand même un sujet important. Donc la prochaine séance, ce sera Benjamin Constant. On sera dans des choses beaucoup moins, enfin, beaucoup moins, quoi. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura pas trop pompé l'air. Mais de toute façon, moi j'ai décidé que j'allais parler de ce qui m'intéressait. Donc après, s'il y en a que ça intéresse, tant mieux. S'il y en a que ça intéresse pas, on s'en fout. On est entre nous. Voilà, voilà. Donc je vous dis bien le bonsoir.